Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie pour ce nouveau numéro, nouvelle vidéo consacrée à la genèse du cancer, la compréhension des causes possibles du cancer. Dans ces deux premières vidéos, vous avez vu que j'essaye de comprendre d'abord ce que n'est pas le cancer par rapport à une approche déjà alternative proposée par certains cancérologues qui ont une approche très différente de l'allopathie. Je vous ai expliqué que le cancer n'est pas une maladie forcément uniquement de surcharge, qu'il ne suffit pas de s'appuyer sur la théorie métabolique pour expliquer l'origine du cancer, que ce n'est pas qu'une maladie métabolique, du moins, même s'il y a des changements métaboliques. Ce n'est pas non plus une maladie de carence, comme on verra plus tard, ou une maladie liée à une déficience immunitaire, comme je vous l'ai déjà expliqué pour certains cas. Donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu et synthétiser ce qu'on a déjà vu avant avec de nouveaux éléments, bien sûr, puisque on va reprendre les propos là d'Henri Joyeux, qui est un cancérologue imminent. Alors, il n'est plus cancérologue aujourd'hui, mais il a pour habitude de faire des conférences pour amener de la connaissance et surtout son expérience et puis sa vision des choses de la santé, qui a une vision que je trouve parfois très sympathique, il parle très bien, mais parfois, comme c'est le cas dans cet extrait-là, il a tendance à affirmer des choses qui sont des choses importantes et qui pourtant ne sont pas étayées de références scientifiques, de preuves scientifiques. Il faut, moi je pense, se méfier de ce type de paroles et je pense que même s'il a fait avancer le débat et il a le mérite d'avoir remis en cause beaucoup de choses de l'allopathie, du milieu duquel il vient, et qu'il a une approche intéressante puisqu'il s'intéresse aux causes et il recherche les causes des problèmes, du cancer en particulier. Pour moi, son approche n'est pas suffisamment globale, holistique. Elle n'a qu'une vision très parcellaire de ce que peut être l'origine du cancer. Comme vous allez voir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains aspects de son approche. Mais attention, cela ne remet pas en cause tout son travail, tout ce qu'il a pu apporter à la médecine alternative et je le remercie pour tout ce qu'il a fait autour de cela ces dernières années. On l'écoute et on commente ensuite ses propos. Il veut dire quelque chose qui est très important, c'est que la glande mammaire n'est adulte au plan tissulaire que quand du lait est passé dedans. Tant que du lait n'est pas passé dedans, la glande reste dans un état post-pubertaire, évidemment. Mais les galactophores, les lobules du sein n'ont pas travaillé. C'est bien. Pourquoi pas? Mais il faut le savoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit davantage de cancer du sein chez les religieuses. Il y a une augmentation incontestable chez les religieuses, qui est liée aussi au fait, et ça elles ne le savent pas, que très souvent, elles se gavent de produits sucrés. Parce qu'elles ont une vie qui est plus ou moins difficile, que l'on peut comprendre, de solitude, etc. Et quand on est beaucoup dans la solitude, on a tendance à forcer sur les choses sucrées. Et quand vous voyez le profil de certaines religieuses ou de certains couvents, elles ont toutes le même profil. Hein. Elles mangent toutes pareil. Hein. Ça, c'est clair. Et vous avez incontestablement une augmentation du risque de cancer du sein qui est liée à la consommation excessive de sucre sous forme de lactose, sous forme de pain blanc, et pas suffisamment de fruits et de légumes. J'en ai parlé lors de la dernière conférence. Or, le lactose en excès, le sucre en excès, c'est très important à bien comprendre. Il va passer de 1 g de sucre égale 4 calories à 1 g de graisse égale 9 calories. Nous stockons le sucre en excès sous forme de gras. Et chez les femmes, c'est stocké en priorité dans les seins, et chez nous les hommes dans le bassin. Ça ne s'écrit pas pareil. Et dans le bassin, nous allons avoir un tissu gras en excès, comme dans le sein, le tissu gras en excès après la ménopause. Et ce tissu gras, nous le savons aujourd'hui, il est cancérigène. Le gras est cancérigène. Donc, si je reprends bien ce que dit Henri Joyeux, il parle des causes du cancer du sein qui seraient liées au fait que, alors on en trouve beaucoup plus, un petit peu plus statistiquement chez les bonnes sœurs. Alors j'ai cherché des études, effectivement j'ai trouvé des études il y a quelques années d'ailleurs, je me souviens,
qui montraient que des personnes très croyantes ou dans les monastères où vivaient des bonnes sœurs, eh bien, on trouvait effectivement un peu plus de cancer du sein que dans la moyenne des femmes. Mais pour lui, la cause, c'est que ces femmes, elles n'ont pas eu d'enfants, donc leur sein n'a pas eu de prolifération de cellules galactifères, n'a pas eu de développement de cellules galactifères, et qu'elles consomment des bonbons. Et en plus, il vous explique que les autres causes du cancer peuvent être liées au lactose et à l'accumulation de graisse dans les seins. Alors, je vais revenir sur ces trois causes, selon lui, du cancer. Déjà, je trouve qu'il se discrédite en abordant le sujet de cette façon-là. Il vous lance comme ça une affirmation. Les bonnes sœurs, c'est bien connu, elles ont des cancers du sein parce qu'elles mangent des bonbons. C'est une catastrophe de dire ça. Déjà, il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus. On ne connaît pas la quantité de glucose, fructose qu'elles mangent réellement. C'est comme s'il disait, voilà, les bonnes sœurs, elles vivent dans un monastère, elles prient 5 fois par jour, et donc, prier 5 fois par jour, ça augmente les risques de cancer. Ou elles mangent une soupe tous les soirs, et ça augmente les risques de cancer. Donc, corrélation n'est pas cause. Et puis ensuite, derrière, il ne sait pas ce que consomment ces femmes réellement. Donc, ça n'est absolument pas sérieux de sortir non étayée de preuves, pas du tout scientifique. Il n'y a que corrélation et ça ne veut rien dire. Parce qu'il ne sait pas que certaines d'entre elles ont peut-être eu des cancers et qu'elles ne consomment pas de sucreries. Hein. Il y en a beaucoup. Par contre, cette information est intéressante. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi des femmes qui vouent leur vie, qui sont enfermées dans un cloître, qui donnent leur vie à la religion, elles développent plus de cancers que la moyenne. Alors, je suis tombé sur une étude il y a quelques années qui montrait, alors en Espagne, que des femmes croyantes qui étaient confrontées à un stress majeur souvent associé au divorce d'un de leurs enfants, ces femmes vivaient un drame réel et développaient plus de cancers que les autres. Du sein, toujours du sein, on est sur la même pathologie, pas un cancer de l'utérus, pas plus de cancer ailleurs. Et vraiment, ce qui était la corrélation, si vous voulez, le dénominateur commun de ces femmes, c'est qu'elles étaient croyantes et qu'elles avaient vécu un drame autour de la religion, du moins des convictions religieuses. Quand on est catholique, on ne divorce pas. Alors, c'était à une époque, il y a 40, 50 ans, et ces femmes, eh bien, lorsque l'un des enfants divorçait, le vivait très, très mal, comme un surstress ingérable, dans une forme d'impuissance. Elle ne l'acceptait pas d'un point de vue moral, et puis derrière, elle développait un cancer du sein. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas par hasard, et ce n'était pas un autre type de cancer, la plupart du temps, c'était au niveau du sein. Donc, ces femmes-là n'avaient pas comme lien entre elles le sucre. Elles avaient allaité, donc elles avaient des enfants, puisque leur enfant divorçait, mais elles ne supportaient pas cette situation-là. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ce surstress, chez elles, qui est le dénominateur commun, pouvait déclencher un cancer du sein? Eh bien, je vous l'expliquerai, pourquoi le sein, dans cette situation-là, et pas un autre organe, pourquoi un surstress est capable de se biologiser quand il dépasse des capacités d'adaptation particulières et quel sens il a derrière. C'était juste une parenthèse, mais je voulais vous passer ça avant la 3e ou 4e vidéo où j'aborderai ce sujet-là. Donc, maintenant, je vais revenir. Donc, l'hypothèse sucre plus pas d'allaitement, c'est pas très sérieux. C'est une hypothèse qu'il faudrait étayer d'études, mais il n'y en a pas qui le montrent exactement dans l'émergence du cancer. Pourquoi le sein chez ces nonnes et pas un autre organe? Bon. Le lactose. Il vous parle du lactose comme une sorte de stimulant qui ne serait pas accepté par le corps et qui créerait des cancers. Bon, je veux bien, il parle surtout de facteurs de croissance dans le lait qui stimulerait les cellules cancéreuses et éventuellement les œstrogènes dans le sein, etc. Mais là aussi, c'est très difficile d'aller chercher des corrélations entre consommation de lait et risque augmenté de cancer du sein. Sinon, il suffirait d'aller dans les peuples qui consomment le plus de produits laitiers et d'observer le nombre de cancers du sein chez les femmes de ce peuple-là. Aujourd'hui, sur la planète,
le peuple qui consomme le plus de produits laitiers, donc de lactose, entre autres, de lait, plus surtout du lait, bien sûr, contient du lactose, parce que les fromages en contiennent un peu moins. Mais le lait, le peuple qui en consomme le plus, c'est le peuple mongol. Et il consomme surtout du lait de yak, donc un gros animal susceptible d'avoir des gros facteurs de croissance, etc. Et dans ce peuple-là, il n'y a pas plus de cancer du sein ou autre que chez nous. Alors, je n'ai pas les statistiques exactes, mais ce que j'ai regardé, c'est qu'il n'y a pas d'explosion du cancer du sein chez ces peuples-là, comme les peuples Peul ou comme les peuples Maasai qui consomment beaucoup de laitage dans le monde. Bon. L'argument aussi là est un petit peu lâché comme ça, sans preuve scientifique. Dernier argument de Joyeux, il vous explique que la graisse est soi-disant cancérigène. Ça, c'est nouveau, hein. Ça veut dire que la graisse serait capable de muter plus facilement et de créer du cancer. D'accord ? Et il nous dit que cette graisse, elle s'accumule chez la femme, surtout dans son sein. C'est nouveau, ça. Alors, il y en a qui doivent être contentes parce qu'elles ont des petits seins toute leur vie et quand elles grossiraient, elles auraient des seins qui grossiraient systématiquement. Or, ce n'est pas le cas. En fait, les femmes, elles prennent de la graisse dans des endroits particuliers de leur corps qui dépendent de leur génétique, de leur morphologie, etc. Vous avez des femmes, effectivement, qui prennent des seins en vieillissant et en grossissant. Et puis, vous avez des femmes qui prennent des cuisses, d'autres qui prennent des hanches, les piges, et d'autres qui prennent du ventre. Et la graisse ne s'accumule pas que dans les seins. Donc, si c'était vrai que la graisse était soi-disant cancérigène, eh bien, vous aurez aussi plus de cancer au niveau du péritoine, des hanches, des jambes, de l'appareil digestif, puisque la graisse s'accumule aussi autour des organes digestifs. C'est même une graisse, soi-disant, moins intéressante sur le plan santé. Donc, on peut imaginer que si la graisse devait être cancérigène, elle créerait des cancers partout où elle se dépose dans le corps. Donc encore là, l'argument est lancé comme ça, sans aucune référence scientifique et sans aucun raisonnement logique. La graisse, c'est vrai, elle permet d'isoler des molécules toxiques dans le corps. Elle est peut-être chargée de toxines, mais rien ne prouve que ces toxines, un jour, vont créer des mutations dans la cellule cancéreuse. La graisse est un tissu essentiel au corps humain. Elle sécrète des hormones, des neurotransmetteurs, elle régule les métabolismes. On ne peut pas dire que la graisse est un tissu inutile et dangereux. Elle a une fonction normale, essentielle. Et même quand on en a beaucoup, elle continue de jouer ce rôle-là. Bien sûr, elle est beaucoup plus sensible à l'insuline, aux œstrogènes, quand il y a une résistance à l'insuline, etc. Mais on ne peut pas dire que le tissu graisseux est cancérigène. Si c'était si cancérigène et dangereux que ça, d'avoir un peu de graisse dans le corps, si c'était si cancérigène, alors comment expliquer cette méta-analyse qui a été faite sur 2,8 millions de personnes? Et on s'est aperçu que, donc sur 92 études, etc., on a regroupé, c'est une étude statistique, on s'est aperçu dans cette étude que si vous aviez un indice de masse corporelle situé entre 25 et 30, ces personnes-là avaient une longévité augmentée de 6% par rapport aux personnes plus minces. Alors, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un léger surpoids et non pas d'un surpoids qui tend vers l'obésité où là, l'espérance de vie diminue. Mais cela montre qu'un léger excès de graisse dans le corps par rapport à une norme qu'on a définie permet d'augmenter la longévité. Donc, si la graisse était si cancérigène que cela, eh bien, peut-être que ces personnes mourraient avant d'un cancer. Or, ce n'est pas le cas, et c'est ce que l'on observe dans les pays, ce qu'on appelle les blue zones, par exemple en Sardaigne, à Icari, etc. On s'aperçoit que ces personnes consomment à la fois une alimentation basée sur des glucides, elles consomment bien sûr des aliments bruts, des céréales, du pain, donc des farines, elles consomment des oléagineux, elles consomment des fruits, elles consomment aussi des légumineuses, par exemple, etc. Alors, elles ne sont pas dans des produits industriels, elles n'ont pas des pics d'insuline, etc. Mais elles consomment à la fois des produits riches en sucre. Quand vous regardez l'analyse de ce que mange une personne sur ces îles-là, c'est une alimentation de base végétarienne, donc très éloignée du régime cétogène, 25% de produits laitiers, issus surtout brebis, chèvres, et donc contiennent quand même un peu de lactose, ils mangent un petit peu de lait, surtout du fromage, donc il y a quand même quelques facteurs de croissance, et derrière un peu de vin.
Et pourtant, ces personnes qui ont un léger surpoids, eh bien, vivent plus longtemps. Alors, on reviendra là-dessus, mais elles développent beaucoup moins de cancer que la majorité des personnes. Ce que je voulais montrer à travers cette vidéo, c'est que les choses ne sont pas aussi simples qu'on l'imagine ou qu'on l'a imaginé. Aujourd'hui, on cherche des solutions pour le cancer et je vous montrerai que, effectivement, affamer la cellule cancéreuse peut être une solution, mais que transitoire, que peut-être le jeûne peut être une solution, mais pour mieux supporter des traitements, pas pour changer le métabolisme qui irait jusqu'à détruire la cellule cancéreuse. Ça n'est pas aussi simple que cela. Par contre, il faut faire quelque chose et il faut agir aussi sur le terrain, mais cela ne suffit pas pour expliquer toutes les causes et l'origine du cancer. Ne soyons pas réducteurs. Je vous montrerai qu'il faut tenir compte d'une approche beaucoup plus large qui intègre la dimension psycho-émotionnelle pour accéder aux causes hypothétiques du cancer, mais même si elles ne sont qu'hypothétiques, il faut envisager cette possibilité-là, la relation entre surstress et mise en place d'une mutation cellulaire. C'est mon hypothèse, je ne vous demande pas d'y adhérer. Je vous rappelle qu'en cas de cancer, il faut absolument respecter les protocoles donnés par les cancérologues, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire à côté pour mieux accepter les traitements, pour favoriser et mieux vivre ces protocoles-là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, votre avis là-dessus. Si vous êtes intéressé par des formations de naturopathie, de décodage psychobiologique des maladies, n'hésitez pas à me contacter alsacenaturo.com ou jbnaturo@orange.fr. Vous pensez avoir toutes les clés pour rester en bonne santé, en appliquant quelques conseils piochés ça et là sur Internet. Mais avez-vous vraiment les connaissances pour comprendre et personnaliser ces conseils? J'ai décidé de condenser 30 ans de mon expérience et 25 ans d'enseignement en une série de formations audio-vidéo sur tous les domaines de la naturopathie et du décodage psychobiologique. Métabolisme, nutrition, jeûne, hormèse, mouvement, bilan de vitalité, analyse sanguine, étude des tempéraments, techniques naturelles de santé, relations cerveau, psychisme, organes et sens profond des maladies. 30 formations disponibles à la demande pour apprendre sur les principes vitalistes de la naturopathie, comprendre l'origine des symptômes et agir concrètement de manière individualisée. Que vous soyez étudiant en naturopathie, praticien ou simplement désireux d'accéder à une santé optimale, ces formations sont faites pour vous, que ce soit sous forme de stage à la carte ou en intégrant le programme complet sur alsacenaturo.com. Devenez le coach de santé que vous avez toujours voulu être, offrez-vous les outils vers la pleine santé, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir ou offrir à vos proches. Le tout à des tarifs très accessibles. Rejoignez-moi donc sur alsacenaturo.com ou sur jbnaturo@orange.fr.